Question de société et judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Alors dans quelques jours, les citoyens sont appelés aux urnes pour choisir un président. Parlons de démocratie, mais peut-être avant cela, en tant que juifs, en quoi ces présidentielles peuvent nous questionner, si vous voulez? Elle nous questionne à différents titres. En tant que juif, vous l'avez évoqué dans la question, mais en tant que citoyen français aussi, de plein droit. Bien sûr. Et dans la mesure où depuis la Révolution, en tant que juif, nous sommes devenus citoyens à part entière, la question de l'élection, quel que soit le mode de scrutin, en l'occurrence l'élection présidentielle, nous concerne quant à l'avenir du pays, de façon générale. Et je pense que c'est important, on va en reparler, de ne pas penser uniquement en tant que juif, pas uniquement en termes de segment de l'électorat, mais de réfléchir à ce qu'est l'intérêt du pays et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dans la société que l'on souhaite voir advenir. Et aussi, évidemment, en tant que juif, se dire que le destin du pays nous est jamais indifférent et que dans les situations de crise, on peut aussi être les premiers à souffrir ou être atteints. Donc on a ces deux pieds ou ces deux lumières, ces deux antennes qui nous guident dans ces questions. Et le fait de se dire, elle nous questionne et on est conscient de l'importance du vote et on ne doit pas se laisser aller à l'abstention. On ne doit pas se dire parce qu'on pourrait être en désaccord avec les candidats ou parce qu'on pourrait avoir le sentiment parfois que l'élection est jouée d'avance, ce qui est souvent une illusion parce qu'il n'y a pas d'élection jouée d'avance jusqu'à ce que les résultats aient été prononcés. Donc c'est important de se dire que on a une part, un fragment du destin du pays entre nos mains et c'est important d'exercer ce droit ce dimanche et 15 jours après. Alors vous dites en tant que juif aussi, on se questionne. Il est vrai que nous avons tous un héritage, l'héritage d'une histoire. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il existe un vote juif ? C'est une grande question qui revient très, très régulièrement. Alors, le premier élément qu'on peut dire, c'est on se regarde souvent le nombril et on s'interroge sur la question du vote juif. En réalité, on représente une toute petite partie de la population. Donc, la question, elle se pose pas vraiment dans ce sens. Il y a une sensibilité juive certainement, mais il y a une pluralité juive. Et on trouve toutes sortes de juifs avec toutes les sensibilités politiques possibles. Ce qu'on peut espérer, c'est en tout cas que le vote juif ou le vote des citoyens juifs ne soit pas un vote qui puisse se porter sur des candidats qui vont à l'encontre du message qui est celui du judaïsme, des enseignements qui sont ceux de la tradition juive et qui sont des enseignements marqués par toute une série de valeurs qui ne sont pas exprimées nécessairement de manière claire, mais qui se déduisent des textes et qui laissent toujours une place pour le respect de la dignité de chaque homme, pour la possibilité laissée à chacun de se développer, de croître dans le respect absolu de sa dignité et de sa singularité. Alors vous parlez d'enseignement, vous parlez de valeurs juives, la notion même de démocratie, c'est-à-dire d'un système dans lequel le peuple a la parole. Le peuple va choisir finalement, au bout du compte, au bout d'un vote, va choisir les décisions qui vont entraîner l'histoire de la société. Est-ce que cette notion de démocratie existe dans la Torah ou bien c'est une notion qui est quand même incompatible avec la religion même? On a souvent l'idée, quand on regarde les choses de manière assez globale, que la question de la démocratie, c'est Athènes au 5e siècle avant notre ère. C'est pas forcément la Judée à pareille époque ou par la suite. Donc, la question qui se pose avec le principe démocratique et qui a bâti autour desquels sont construites nos sociétés occidentales aujourd'hui, c'est un principe qui est compatible bien évidemment avec la tradition juive, sachant que historiquement dans le judaïsme, la source de l'autorité, c'était pas à proprement parler, je dirais, le peuple comme on l'entend dans le contexte actuel, mais c'était une autorité qui vient du texte, bien sûr, d'un texte révélé, mais d'un texte qui va toujours être commenté, qui va toujours être étudié. Et je dirais que le principe politique juif, c'est la rencontre entre une réalité, qui est la réalité qui évolue, qui est une réalité
concrète et dont on ne décide pas toujours, et la façon dont on va la transformer et dont on va aussi adapter les textes face à cela. Donc on a toujours une sorte d'hybridation, de rencontre, de mélange entre une situation concrète, qui est celle de nos vies, et une situation plus théorique, qui est celle mentionnée par les textes. Et faire vivre le judaïsme, c'est être capable de faire vivre ces deux éléments-là, avec le désir du peuple, le désir d'une majorité, et ces principes qui nous guident, qui nous accompagnent. Et on valorise souvent l'idée de démocratie, mais on peut se poser la question. Et poser la question, c'est aussi y répondre. Est-ce que le fait qu'une décision soit celle de la majorité veut dire que c'est nécessairement une bonne décision? Je parlais tout à l'heure du principe qui est celui de respect de la dignité de chaque homme, de chaque femme, qui ont été créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'un régime dont la majorité des votants irait soutenir un candidat ou des candidats qui vont à l'encontre de ces principes serait un bon régime? On peut toujours... En tout cas, on n'a rien trouvé de mieux. On n'a rien trouvé de mieux, c'est l'expression de Churchill, mais on n'oublie pas, on parle évidemment de vote, de démocratie, on va pas tomber dans le... Reducto ad Hitlerum qui était dénoncé par Léo Strauss, mais on n'oublie pas qu'un régime comme le régime nazi est arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Donc on doit toujours se méfier de cela et se dire qu'une société démocratique n'est pas juste une société dans laquelle on a des élections. Société démocratique, c'est une société qui a toute une série d'institutions qui sont en mesure de garantir des droits fondamentaux et qui sont en mesure aussi parfois de venir limiter ce que seraient certains abus décidés par une majorité. Donc on ne doit pas tomber dans l'idolâtrie de la majorité, parce que la majorité, ou le fait de représenter une grande partie de l'opinion, n'est pas nécessairement un gage de bonté, de justice et de clairvoyance quant à ce qui doit être décidé pour une collectivité. Ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin, c'est que la démocratie, en tout cas les choix du peuple pris en majorité, doit se situer en parallèle ou être associé à une constitution qui pourrait peut-être être représentée par la loi divine. C'est-à-dire qu'il y a une association, une collaboration entre à la fois les choix du peuple et puis une base de valeurs, une base d'enseignement que l'on peut après appliquer, interpréter selon les choix du peuple. Je pense que de manière générale, sans entrer dans les grands mots comme loi divine, dans une société laïque bien évidemment, mais le principe, l'idée de constitution, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et c'est l'idée de la centralité de la loi, de la règle dans la tradition juive, parce que la loi, c'est la possibilité d'un texte connu de tous et la possibilité d'une règle du jeu qui est connue de tous. Et ensuite, en fonction de cette règle du jeu, on peut chercher à avancer, on peut chercher à la contredire, on peut chercher à la voir évoluer ou régresser peut-être parfois dans certains cas, mais en tout cas, il y a une connaissance claire du cadre dans lequel on se trouve, et le judaïsme, en son centre, son cœur, place la notion de règle, place la notion de loi, qui peut paraître dure à certains moments, mais qui est la garantie en réalité des libertés. Alors, je peux faire appel à votre mémoire, peut-être, monsieur le rabbin. Est-ce qu'il y a des épisodes dans la Torah où, par exemple, l'expression populaire a été souhaitée, voire demandé, même attendu, où le peuple s'exprime pour décider d'un choix, d'un chemin que la communauté juive tout entière va prendre. La voix du peuple est capable en réalité du meilleur comme du pire. Et on a deux exemples qui nous sont donnés dans la Torah, dans le livre de Shemot, de l'Exode notamment, où on va nous dire, ça c'est un commentaire qui est dans le Talmud de Jérusalem, on va nous dire d'une certaine manière que l'enthousiasme qui a conduit les Hébreux, qui a conduit le peuple à apporter ces bijoux, ces offrandes pour la construction du Mishkan, était le même élan, le même enthousiasme qui s'est retrouvé dans ce même peuple au moment de la construction du veau d'or. Donc on a une voix du peuple qui existe et qui est capable du meilleur comme du pire. Et donc il ne s'agit pas, là encore, comme je disais, de la déifier, de l'idolâtrer, mais de la prendre
pour ce qu'elle est, et de se dire qu'on a cet enthousiasme qui est quelque chose qui peut se montrer constructif, qui peut se montrer positif, qui peut aller vers la construction d'une société qui permet l'épanouissement de chacun de ses citoyens, comme on peut avoir à certains moments un enthousiasme qui va être quelque chose de négatif, qui va être quelque chose de destructeur, et qui va en réalité à l'encontre de cet épanouissement et du bien commun, et qui va mettre en avant les égoïsmes. Donc le texte de la Torah est capable de décrire, je dirais, ces deux situations, celles dans lesquelles on a un enthousiasme populaire qui est quelque chose de noble, qui est quelque chose de sain, qui est quelque chose qui grandit, comme d'autres moments où l'enthousiasme populaire, en réalité, c'est celui d'une foule qui est capable de lyncher, qui est capable de se tourner vers des forces de destruction. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonathan